Ça commence à se faire attendre. Je veux mon blé. Le peuple s'agite. Je sens mon pouvoir qui décline. Imperator Caesar Dirigelius Augustus, c'est qu'il n'y aura pas de blé pour cette saison. Je ne veux, dans cette pièce, que les dédiés céréales. Les autres, hors de ma vue. C'est qu'on a vraiment plus de blé. Je n'avais pas connu pareil trahison depuis Antoine. Cogito, ergo sum! Ego assisto! Prousque quo Roma bis! C'est que le convoi a coulé durant une tempête. Sedatus populusque Romanus! Mais ça ne veut rien dire. Carthago delenda est! Tu vois, c'est toujours plus ou moins comme ça que j'ai vu le personnage. Ouais, c'est une façon d'imaginer le personnage d'Auguste, effectivement. Mais, c'est marrant, cette scène me rappelle quelque chose. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 5e épisode de Jour pour Jour, et aujourd'hui on va parler d'un homme politique majeur de l'histoire romaine, Octave, mais vous le connaissez sûrement plus sous le nom d'Auguste. Cependant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser quelques mots de vocabulaire que je vais utiliser durant cet épisode. Les événements dont nous allons parler se déroulent à la fin de la République, à noter que celle-ci n'a jamais disparu officiellement, et du début de l'Empire romain. Cependant, lorsque je vais parler d'empire, je vais avant tout parler d'empire territorial et non de la structure politique. Deuxièmement, afin de s'y retrouver, les historiens nomment Octave de 3 manières différentes, chacune correspondant à une partie bien précise de sa vie. Octave, de sa naissance en -63 jusqu'à son adoption par Jules César en -45, Octavien, de -45 jusqu'en -27 avant Jésus-Christ, puis ensuite Auguste de -27 à sa mort en 14 de notre ère. Cependant, je reviendrai sur ces appellations durant l'épisode, puisqu'il y a quelques précisions à faire. Au début du 1er siècle, la Rome antique connaît d'incessantes guerres civiles qui sont le résultat des luttes entre les politiques qui tentent de s'accaparer le pouvoir sans partage. Ceci donne lieu à des luttes d'influence jusqu'aux combats de rue entre les différents partis et même à des affrontements militaires. Gaius Octavius est donc né le 23 septembre -63 et très rapidement sa santé se révèle autant instable que la politique romaine. En effet, si on imagine Auguste comme un homme fort, grand, charismatique, il ne faut pas se laisser berner par les portraits véhiculés par les statues de marbre, puisqu'il est doté d'une santé relativement fragile et tombe très régulièrement malade. De plus, le jeune homme n'est pas originaire d'une famille prestigieuse. Sa famille est riche, mais n'a intégré l'ordre sénatorial que depuis très peu de temps. Il s'agit d'un ordre très prestigieux, mais qui n'est accessible aux familles que lorsqu'un membre de la famille a pu atteindre une charge du cursus honorum. Le cursus honorum est un ensemble de magistratures qui doivent être effectuées dans un ordre précis par tous, et qui, si la carrière est suffisamment prestigieuse, permet d'atteindre le consulat, soit la charge la plus importante durant la République romaine. Or, le père d'Octave est le premier à intégrer le cursus honorum, puisqu'aucun ancêtre avant lui n'avait réussi à l'intégrer, ce qui fait donc de lui un homo novus. Cependant, Octave n'a pas la chance de grandir avec son père, puisque celui-ci meurt en 58 avant Jésus-Christ. Octave reçoit une éducation traditionnelle, il apprend le latin tout comme le grec et surtout il apprend à devenir un grand orateur, ce qui est très important dans la vie politique romaine. Sa mère, Atia, épouse un partisan de César et le hasard veut que la grand-mère d'Octave n'est autre que Julia, soit la sœur de César, auprès de laquelle il finit son éducation. Il se fait d'ailleurs remarquer par son grand-oncle César en -53 avant Jésus-Christ lorsqu'il prononce un discours public suite à la mort de Julia. Après avoir été remarqué par son grand-oncle, commence pour Octave une progression accélérée dans la vie politique romaine. En effet, César est l'un des hommes les plus importants de Rome à ce moment-là.
Pour faire simple, en moins 60 avant Jésus-Christ, César, Pompée et Crassus, qui sont 3 hommes politiques majeurs à ce moment-là pour la vie politique romaine, décident de s'unir officieusement et secrètement afin de maîtriser et de manipuler la vie politique romaine. Cette entente entre ces 3 hommes est appelée par les historiens premier triumvirat, en référence au second triumvirat qui aura lieu quelques années plus tard. Cependant, suite à la mort de Crassus contre les Parthes et à la mort de Julia en 53, les tensions entre Pompée et César commencent à monter et finalement dégénèrent en guerre civile. César prend Rome avec son armée, ce qui oblige Pompée à fuir la ville avec une partie du Sénat et il se réfugie en Grèce. Une fois en Grèce, Pompée se fait battre par César, ce qui l'oblige à trouver refuge en Égypte. Cependant, le souverain d'Égypte, Ptolémée XIII, décide de faire décapiter Pompée, ce qui est la fin d'un homme qui a régné sur la Méditerranée. Pompée, c'est bien le type qui a éradiqué la piraterie en Méditerranée en 3 mois. Oui. Qui a célébré un triomphe sur l'univers. Oui. Et il est mort sur une plage décapité sous les ordres d'un gamin de 13 ans. Oui. C'est vraiment une mort de merde. Ouais. Cette situation est particulièrement avantageuse pour Octave, qui est donc le chouchou de César, qui maîtrise l'intégralité de la vie politique romaine à ce moment-là. Cependant, César concentre quasiment tous les pouvoirs entre ses mains, ce qui n'est pas sans déplaire aux Romains, qui sont allergiques à l'idée de monarchie, surtout depuis qu'ils ont viré le dernier roi romain, Tarquin le Superbe, en 509 avant Jésus-Christ. César est conscient que les Romains sont allergiques à l'idée de monarchie, cependant il ne se cache pas vraiment lorsqu'il concentre les pouvoirs entre ses mains, et cela lui coûte la vie d'ailleurs durant les Ides de Mars de l'an 44 avant Jésus-Christ. En effet, le 15 du mois de mars de l'an 44, c'est plus d'une vingtaine de coups de couteau qui perforent César et privent donc Octave de son protecteur. Octave perd donc son protecteur, mais la mort de César lui sert de tremplin, puisque dans son testament, César désigne Octave comme son héritier et lui confère donc l'héritage qui va avec. Selon la tradition romaine, lorsqu'une personne est adoptée par une autre famille, son nom doit changer de manière à préciser que celui-ci a été adopté. Octave aurait dû donc s'appeler Octavien, comme les historiens le nomment aujourd'hui. Cependant, il est quasiment certain qu'Octave ne s'est jamais fait appeler Octavien de son vivant, puisque même les contemporains l'appelaient dès lors César, suite à la mort de Jules César. Cependant, pour éviter de confondre les deux Césars, nous allons continuer d'appeler Octave Octavien, comme la tradition aurait voulu qu'il s'appelle. La mort de César met alors en deuil la cité qui appréciait énormément Jules, qui avait de manière totalement désintéressée versé de l'argent par son testament à chaque citoyen romain. Et le hasard a voulu que dans les mois qui ont suivi les funérailles de Jules César, une comète brillant même le jour traversa le ciel, ce qui fut interprété par les contemporains comme l'âme de César qui rejoignait les dieux pour lui-même en devenir un. Jules César est donc devenu le divin Jules, ce qui a été officialisé par une loi du Sénat le 1er janvier 42. Jules César, devenu alors le divin Jules, renforce encore plus le pouvoir d'Octave, qui alors n'hésite plus à rappeler qu'il est le fils du divin Jules. Octave doit maintenant se faire des alliés puisqu'il est encore méconnu de la politique romaine. Mais Marc-Antoine, ancien allié de Jules César, lui met régulièrement des bâtons dans les roues. En tant que consul, il l'empêche d'empocher l'héritage de César ou par exemple d'obtenir le statut de tribun de la plèbe. Les tensions entre les deux hommes ne font qu'augmenter, mais la population se rallie massivement du côté d'Octavien au détriment de celui de Marc-Antoine. Marc-Antoine, quant à lui, est déclaré par le Sénat ennemi public en moins 43 suite aux événements de la guerre de Modène. Octavien se joint à la bataille contre Marc-Antoine aux côtés du Sénat, mais le Sénat est encore influencé par des grands hommes politiques majoritairement républicains comme Sextus Pompée ou encore Brutus. Et cette ambiance n'est pas sans déplaire à notre ami Octavien. Chers amis du Sénat, pour la sauvegarde de notre République, j'ai mis mes armées, levées de mes deniers, au service de ceux qui ont soutenu la mort de mon père. J'ai mis mon honneur de côté pour que subsiste la divine République de Rome. Ainsi, j'ai gagné l'honneur et le droit de me tenir parmi vous comme représentant du peuple romain. Oui, effectivement, nous vous avions bien promis le consulat, en cas de victoire contre Marc-Antoine. Mais je crains que cela ne puisse être possible. Mais ce n'est pourtant pas ce qui était convenu. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que...
décevez beaucoup, messieurs les sénateurs. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais rejoindre Antoine Et l'épide. et l'épide. Je l'avais oublié celui-là. Ensemble, nous prendrons Rome, et j'aurai ce qui me revient, mon héritage et ma place de consul. Une fois consul, Octavien cherche à régler ses différends avec Marc-Antoine et il le retrouve avec l'épide du côté de Bologne afin de conclure ce qu'on appelle le second triumvirat à la fin de l'année 43. L'Empire romain est alors séparé entre les trois hommes. L'épide garde l'Hispanie qui était déjà sous son contrôle, Marc-Antoine la Gaule et Octavien reçoit l'Afrique. L'Italie reste neutre selon l'accord. Ce triumvirat est officiellement reconnu par la Lex Titia, contrairement au premier cité plus tôt. Théoriquement, les trois hommes doivent contribuer à restaurer la République, mais leur objectif est avant tout de venger César et d'écraser les césaricides encore en vie. Pour cela, les dictateurs qui ne se prononcent pas lancent une série de proscriptions afin de purger la politique romaine. Les chiffres ne sont pas exacts, mais certains auteurs antiques rapportent que ce sont presque 300 noms qui se sont retrouvés sur ces listes de condamnés à mort. Les biens des proscrits, en revanche, sont confisqués et vendus aux enchères. Une fois ceci fait, les triumvirs se lancent dans une expédition militaire à destination de la Grèce afin d'y éliminer Cassius et Brutus qui s'y sont réfugiés. Octavien tombe bien évidemment malade en arrivant sur place et en octobre 42 ont lieu les batailles de Philippe qui se déroulent donc en deux parties. La première bataille a lieu le 3 octobre et durant celle-ci, les troupes d'Octavien se replient face à celles de Brutus. Mais le désordre est tel que Cassius s'imagine que son allié s'est fait tuer et donc décide de se donner la mort. Cette bataille ne change absolument rien dans la résolution de la guerre, mais permet à Marc-Antoine de douter des talents militaires d'Octavien puisque celui-ci s'est réfugié derrière son ami Agrippa et lui a laissé faire la bataille. Ceci lui vaut d'ailleurs une réputation de lâche. La deuxième partie de la bataille a lieu 20 jours plus tard, soit le 23 octobre. Durant celle-ci, Brutus est vaincu et décide donc de se suicider. Les césaricides sont donc vaincus, mais les pertes sont telles que les vainqueurs sont obligés d'intégrer des césaricides restants dans leur rang afin de permettre au système politique romain de fonctionner normalement. En effet, les hautes classes sociales romaines sont ravagées par la guerre, mais Octavien ne fait montre d'aucune pitié concernant les républicains, ce qui commence donc à le faire voir comme un jeune arriviste cynique et ambitieux. C'est en revanche une période de gloire pour Marc-Antoine, puisqu'il obtient le statut d'impérator. C'est également suite à la bataille de Philippe que les triumvirs réorganisent une seconde fois l'Empire, mais l'épide, n'ayant pas pris part durant cette bataille, se voit mis en retrait par rapport aux deux autres triumvirs, puisqu'il perd l'Hispanie et la Gaule au profit d'Octavien. Cependant, la Sicile est encore sous le contrôle d'un républicain, Sextus Pompée, fils de Pompée le Grand, ennemi héréditaire d'Octavien. Après plusieurs années trop longues à décortiquer pour notre épisode, Sextus Pompée doit fuir la Sicile en moins 36, mais c'est également un tournant majeur pour l'intégrité du triumvirat, puisque l'épide commet une erreur qui lui est fatale sur le plan politique. Cette guerre contre Sextus Pompée n'a que trop duré. Je vais reprendre la Sicile. J'assiégerai les villes de Sextus, une à une s'il le faut, et qu'Octavien ne vienne pas me réclamer la Sicile. Il m'a déjà volé l'Hispanie, alors jamais je lui redonnerai ce territoire. Ah, l'épide, mon bon ami l'épide. Octavien ? Tu sais que je t'aimais bien, toi. Non, parce que tu étais là, sur ton morceau d'Afrique, intouchable avec ta putain de charge de grand pontife. Et puis tu sais, moi je respecte les valeurs républicaines. Et là, d'un coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, l'épide? Tu envahis la Sicile. Tu me menaces, tu me demandes d'enlever mes troupes. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai fait passer pour un traître aux yeux du Sénat. Et comme ça, je récupère ta charge de triumvir, ton territoire d'Afrique, et la seule chose que je peux pas t'enlever, c'est ta charge de grand pontife, parce que ça c'est à vie. Mais je t'ai trouvé une propriété près de Rome, où tu iras pas me faire chier. Et comme ça, bah, j'espère que tu vas mourir bientôt. Allez, ciao bambino. Oh l'enfoiré! L'épide, définitivement éliminé du plan politique, l'Empire est une nouvelle fois réorganisé entre les deux triumvirs restants. Ceci marque d'ailleurs la fin du second triumvirat. Octave récupère la partie ouest de l'Empire, tandis que Marc-Antoine récupère, lui, la partie est. Les deux hommes restants cherchent donc à consolider leur pouvoir et leur prestige, et également à rassembler le plus de soutien possible en vue de leur opération future. À son retour de Sicile, Octavien doit, comme l'exige la coutume romaine, récompenser ses vétérans en leur donnant des terres pour qu'ils puissent vivre décemment jusqu'à la fin de leur vie. Il s'agit toujours d'une situation délicate, puisque donner des terres à quelques-uns peut aussi dire en enlever à d'autres. Pour Octave, il ne s'agit pas d'une situation inédite, puisqu'après la bataille de Philippe,
c'est à lui qu'est revenue la charge de donner des terres aux soldats et donc d'exproprier des milliers de citoyens romains qui se sont révoltés de 41 à 39. Pour éviter de nouveau une révolte, il lance son armée dans une campagne militaire en Illyrie en -35, ce qui lui permet de conquérir les terres sur lesquelles il implante ses vétérans. De cette manière, Octavien commence à regagner la confiance des propriétaires et se voit octroyer de nombreux autres privilèges et honneurs. De l'autre côté de l'Empire, Marc-Antoine tente d'écraser les Parthes dans une campagne militaire extrêmement coûteuse en hommes et en argent. Les Parthes, bien organisés, obligent Marc-Antoine à se replier et celui-ci fait appel à Octavien dans l'espoir qu'il lui donne des renforts. Octavien lui envoie effectivement des renforts, mais les renforts envoyés ne correspondent absolument pas aux promesses faites par Octavien. De ce fait, Marc-Antoine décide de s'allier à Cléopâtre VII afin d'obtenir des renforts militaires, et à défaut de pouvoir détruire les Parthes, il envahit le royaume d'Arménie où il fait l'erreur d'y mettre son fils au pouvoir. En -33, Octavien commence une guerre de propagande féroce contre Marc-Antoine, expliquant au Sénat que celui-ci cherche à créer son propre empire tout en reniant l'autorité suprême de Rome. Peuple de Rome, mes frères du Sénat, c'est avec la plus grande tristesse que je dois vous faire part de la trahison d'Antoine. C'est ainsi qu'ayant fait ouvrir son testament, j'y ai lu des clauses infamantes, indignes à la personne de tout vrai Romain. J'ai la preuve désormais que c'est son oriental de Cléopâtre qui le manipule, qu'il n'est plus qu'une marionnette dans la main des ennemis de Rome. Oui, Cléopâtre l'a corrompu. Je vous conjure donc d'oublier le serviteur de Rome qu'il a été, d'oublier le compagnon de mon père, et de voir qui, dans l'ombre, tire les ficelles et menace Rome. C'est ainsi que ce n'est pas contre Antoine que je vous demande de faire la guerre, car il est romain. C'est contre Cléopâtre, c'est contre l'Égypte. Cléopâtre, cet oriental, sue à Cléopâtre. Alexandrie doit être détruite. Parfaitement. Agrippa! Hey, Seigneur d'Octaviano, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hey, Seigneur d'Octaviano. Après une propagande longuement nourrie, a lieu le célèbre affrontement entre Octavien et Marc-Antoine et plus particulièrement la bataille d'Actium le 2 septembre -31. Durant cette bataille navale, Octavien est malade, mais les forces d'Antoine et de Cléopâtre sont réduites à néant. Cependant, ceux-ci arrivent à se réfugier jusqu'en Égypte, mais Octavien est bien décidé à les écraser. Mais il est retenu à Rome. Ensuite, Antoine voit ses armées les unes après les autres se retourner contre lui et gonfle alors les régiments d'Octavien qui se rapprochent dangereusement d'Alexandrie. Antoine sait qu'il ne peut plus rien puisque Octavien contrôle Rome, il contrôle les armées et Antoine se laisse donc aller dans la luxe. Pendant ce temps-là, chez les Pides, Ça change de l'Afrique. La bataille finale a lieu le 1er août devant les portes d'Alexandrie. Octavien est bien entendu vainqueur, mais Marc-Antoine, après avoir entendu des rumeurs comme quoi Cléopâtre se serait suicidé, se donne la mort. Cléopâtre, qui était encore vivante à ce moment-là, apprend la mort de Marc-Antoine et décide donc de se suicider à son tour. Marc-Antoine mort, Octavien est désormais seul maître de Rome et revient en Italie de manière triomphale. En -29, il referme les portes du temple de Janus, ce qui est un geste fort puisque les Romains ouvrent les portes de ce temple en temps de guerre et les referment lorsque la paix est revenue. Or, cela faisait plusieurs décennies que les portes du temple n'avaient pas été fermées à cause des guerres civiles. Ainsi, Octavien met fin de manière symbolique aux guerres civiles. Il obtient également le statut d'impérator et fait un triomphe de 3 jours sur l'Illyrie, Actium et l'Égypte. Octavien cherche à mettre en avant sa volonté de restaurer la République ainsi que la stabilité politique romaine. Il remet ses pouvoirs de triumvir et permet aux institutions de remarcher à nouveau, chose qu'elles n'avaient pu faire durant les guerres civiles. Le 13 janvier de l'année -27, Octavien restitue l'intégralité de ses pouvoirs au Sénat, mais les sénateurs le conjurent de rester au pouvoir et l'organisation des provinces de l'Empire est répartie entre les sénateurs et Octavien. Octavien obtient d'ailleurs son nom d'Auguste le 16 janvier de cette même année. C'est con! Ils ont failli sauver la République. Ce nouveau nom d'Auguste lui confère avant tout un prestige religieux, mais comme pour les Romains, religieux et politique s'entremêlent très facilement, Auguste donne l'impression au Sénat de retrouver l'importance qu'il avait avant les guerres civiles. Cependant, son pouvoir reste très limité par rapport à celui d'Auguste. La République romaine continue bel et bien d'exister officiellement, même si les historiens parlent d'une principa, un régime politique intermédiaire, une sorte de monarchie qui ne se prononcerait pas. Évidemment, Auguste continue de rencontrer quelques conspirations et résistants à son pouvoir.
Mais ce qui le différencie de César, c'est qu'il a su être subtil tout le long de sa vie politique, ce qui lui permet de s'attirer beaucoup moins d'ennemis que son père. Le premier empereur romain meurt donc à l'âge de 76 ans en fin août 14 de notre ère, après avoir fondé la première dynastie impériale romaine, et surtout après avoir résolu le plus gros défi de la fin de sa vie, trouver un héritier.